Bonjour, bonsoir, qu'importe. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Glow Up et aujourd'hui on va évoquer un sujet très important qui est, je pense, essentiel pour commencer toute transformation, qu'elle soit physique ou mentale. Comment se détacher du regard des autres, comment avoir confiance en soi et comment surtout cultiver l'amour de soi. On va commencer par parler de l'influence des codes sociaux, la pression sociétale. Ensuite, je vous parlerai un petit peu plus en détail des personnes qu'on appelle les people pleasers. Et ensuite, je vous parlerai de la recherche, la quête de l'amour et de la reconnaissance. Et enfin, je vous donnerai quelques petits trucs pour apprendre à cultiver l'amour de soi. Et bien écoutez, sur ce, c'est parti! Commençons d'abord par voir comment les codes sociaux et la pression sociétale peuvent avoir un impact sur notre confiance en nous. Vous le savez sûrement, aujourd'hui tout est plutôt régi par un système cyclique de tendances, de trends, appelez ça comme vous voulez. Et ça on peut le prouver par une manière très simple. Qui, ici regardant cette vidéo, n'a pas acheté une paire de Stan Smith, de Air Force One ou de Vans lorsque c'était la mode? Je pense qu'il n'y a plus grand monde à ce niveau-là. C'est tout simplement l'effet des tendances qui nous ont fait dire que ces baskets-là étaient plutôt sympas. Le souci avec les modes, c'est qu'elles ont très souvent tendance à, vous avez vu le jeu de mots, à nous dévier de notre propre personnalité. En gros, on prend les tendances comme les choses à faire ou à avoir et du coup on en oublie peu à peu nos goûts personnels. Et dans la même lignée, on apprend certaines expressions, notamment par exemple sur TikTok ces derniers temps avec la grind, Kwakubé, wesh, etc. Tout ça, ça a été vraiment très popularisé par les réseaux sociaux. Et en fait, ça s'installe dans le vocabulaire commun, donc même ceux qui ne l'utilisaient pas à l'origine, ils se mettent à l'utiliser, etc., etc. Donc les tendances influencent sur tout le monde parce que tout le monde mime les actions de tout le monde. Mais au final, si tout le monde fait ce que l'autre fait, plus personne ne fait ce qu'il a envie de faire. Vous m'avez suivi? Personnellement, je peux observer ça très facilement dans mon lycée. Je pense très honnêtement que pour une fille sur deux, voire 2 filles sur 3, je suis capable de vous donner la marque et l'endroit où elle a acheté son haut, son sac et ses chaussures. C'est simple, on est toutes habillées pareil. Oui, je m'inclus dedans parce que bon, moi aussi j'ai 2-3 trucs qui effectivement sont mis par pas mal de personnes dans le lycée. Et là j'ai pris l'exemple des vêtements, mais c'est la même chose pour tout ce qui est coiffure et sac. Combien de nanas dans mon lycée ont le fameux tote bag Marc Jacobs ou le sac, vous savez, en cuir Tommy Hilfiger ou le Longchamp, bref, c'est approximativement tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Mais alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans que ça devienne un souci? Pour vous expliquer mon point de vue sur les tendances, je vais m'appuyer sur une expérience qui est l'expérience de H. Je crois que ça se prononce comme ça. L'expérience de H vise à prouver que le conformisme se développe au plus il y a de personnes qui sont dans un même groupe. Je suis pas très douée pour résumer, donc je vais essayer de vous expliquer très rapidement l'expérience. En gros, dans une même salle, on a mis un individu entouré de 2, 3, 4, etc. Témoins. Les témoins étaient au courant que l'expérience allait se dérouler de telle manière, l'individu ne le savait pas. On a présenté à ce groupe de personnes une première ligne qu'on a nommée A, et ensuite on leur a demandé de regarder sur un deuxième dessin et de dire laquelle des lignes était de la même longueur. La réponse était assez évidente, et pourtant, les témoins qui étaient là avaient la seule mission de donner tous la réponse mauvaise, donc de dire soit A, soit B, et il a été observé que dans 13% des cas, face à 2 individus témoins qui donnaient une mauvaise réponse, l'individu du coup observé donnait lui aussi une mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'il savait que ce n'était pas la bonne réponse, pourtant il s'est conformé aux réponses de ses camarades. Et ce taux, il monte à peu près 32% lorsque il y a 3 individus qui donnent une mauvaise réponse. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça montre tout simplement que une personne seule face à un groupe d'individus va très régulièrement se ranger vers l'opinion commune. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un article, je crois, en 2017 par les professeurs des grandes universités américaines qui en gros poussaient les étudiants à penser par eux-mêmes et à ne pas tomber dans le piège du conformisme. Pourquoi est-ce que ça peut être un problème tant pour notre société que pour notre confiance en nous? Comme on l'a dit, on a tendance à se conformer à l'opinion commune, à l'opinion majoritaire. Par exemple, qui n'a pas fait des commandes absolument exorbitantes de produits Shein alors qu'on était nombreux à savoir que au niveau éthique
et au niveau écologique, c'était vraiment pas ouf. Il y en avait quand même pas mal. Et là, vous vous dites que oui, effectivement, ça a des impacts sociologiques, écologiques et éthiques, mais je vois pas en quoi ça a un rapport avec la confiance en nous. Une personne qui se conforme à l'opinion majoritaire, elle a très souvent tendance à ne plus respecter ses valeurs profondes et ses engagements à elle. On va avoir le besoin inconscient de satisfaire l'image que l'on renvoie, donc par exemple un écolo qui n'assume pas trop son penchant pour l'écologie parce que c'est mal vu par son entourage, etc. Et bah il va faire une commande Shein pour montrer à son entourage que non, attention, il n'est pas écolo. Vous voyez, c'est une sorte de paradoxe qui en fait pousse les gens qui n'ont pas confiance en eux et en leurs valeurs à faire le contraire de ce qui les anime. La morale de cette histoire, c'est que si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas d'estime de vous, vous allez avoir tendance à aller vers justement des chemins qui vous éloignent de cette confiance et de cette estime que vous devriez avoir pour vous. Mes conseils par rapport à ça, c'est tout simplement de vous dire que si vous aimez quelque chose, et bah allez-y, faites-le, ou si vous avez craqué sur une paire de chaussures, bah achetez-la, bon bien sûr en connaissance de cause, mais surtout si le voyage que vous prévoyez ou le vêtement que vous voulez acheter est tendance, réfléchissez bien avant de payer, de vous dire est-ce que je fais ce voyage pour moi ou est-ce que mon choix s'est porté vers un pays que j'ai jugé acceptable par rapport au regard des autres. Donc au final, bah, parfois on se retrouve à faire des trucs qu'on n'aime pas forcément, à porter des vêtements qu'on n'aime pas forcément, qui sont pas pratiques, ou carrément à se maquiller ou se coiffer d'une certaine manière alors qu'on déteste ça. Morale de l'histoire, faites ce qu'il vous plaît et surtout soyez certain que tout ce que vous faites c'est simplement pour vous et non pas pour les autres. Parce que grande nouvelle, les personnes qui font tout pour qu'on les remarque, pour qu'on les aime, pour qu'on les complimente, ça a un nom et ça s'appelle les people pleasers. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le terme de people pleaser, il est beaucoup plus connoté les personnes qui sont au service des autres. Mais je pense que ce n'est qu'une partie du groupe d'individus qu'on essaye de qualifier. Pour moi, un people pleaser, c'est quelqu'un qui va, par ses actions, par ses choix, chercher à attirer le regard des gens ou tout du moins la reconnaissance. Communément, aujourd'hui, on dit qu'un people pleaser, c'est quelqu'un qui ne dit jamais non et qui fait passer les besoins des autres avant les siens. Effectivement, les people pleasers à un degré beaucoup plus grand ne connaissent pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'assertivité. Le fait de savoir dire non, de savoir privilégier son bien-être par rapport à celui de quelqu'un d'autre, etc., etc. Ces personnes-là, elles ont un besoin intime de se sentir soit utiles, soit appréciées par les gens autour d'eux. Et les raisons qui les poussent à agir ainsi, c'est assez varié. Ça peut aller de la peur du rejet à un traumatisme passé, à une peur de l'abandon, ou tout simplement à un manque d'amour de soi. Ces personnes-là vont aller chercher chez les autres la reconnaissance dont ils ont besoin. Et ce, tout simplement pour remplir leurs besoins de reconnaissance. La reconnaissance, si vous étudiez un petit peu le développement personnel et la psychologie, vous devez savoir que c'est l'un des besoins primaires chez les humains. Si on devait vraiment revenir à la base de ce besoin, on dirait tout simplement que l'homme et la femme ont besoin de reconnaissance pour reconnaître qu'ils existent et qu'ils font partie d'un monde. Donc faut vous dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui cherchent à attirer l'attention, les critiques, les remarques, les compliments, qui cherchent à se rendre utiles, à être appréciées, etc., ont un besoin de reconnaissance qui est vraiment immense. Je pense qu'on est tous un peu des people pleasers à une certaine période de notre vie, que ce soit durant l'enfance, durant l'adolescence, voire même parfois à l'âge adulte, lorsque on n'a tout simplement pas pu se développer dans un environnement qui nous fournissait suffisamment de reconnaissance pour que on n'ait plus besoin d'aller la quémander. Pour les personnes qui seraient encore dans le piège du people pleaser, je pense que le plus important c'est déjà de se rendre compte du comportement, donc de prendre conscience qu'on fait des choses en attente de reconnaissance ou de compliments, de critiques, etc. Peu importe. Mais surtout, il faut analyser l'origine de ce besoin. Est-ce que vous êtes plutôt insolent avec vos professeurs parce que votre père a été absent? Est-ce que vous avez tendance à embêter votre sœur parce que vous avez développé de la jalousie pour elle? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à aider énormément les gens parce que dans votre famille, le seul moyen d'être valorisé, c'était de rendre service? Là, je donne beaucoup d'exemples avec la famille, mais la famille, c'est considéré comme la socialisation primaire, donc c'est vraiment souvent de là que viennent en fait les problèmes psychologiques des personnes qui grandissent.
mais ça peut aussi venir d'autre part. Peu importe, du temps que vous trouvez l'origine de votre comportement, que vous arrivez à l'analyser et que vous arrivez à l'accepter, déjà là vous aurez fait un très bon travail. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à contrecarrer ces comportements que vous savez nocifs pour vous-même. Faites preuve d'assertivité. Sachez dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas. Pas besoin d'être agressif. Simplement savoir s'imposer en tant qu'être, en tant que personne importante, ça changera pas mal votre quotidien. Et une fois que vous aurez appris à dire non, vous allez tout naturellement vous retourner vers l'estime de vous-même et la culture de l'amour de soi. Et à ce moment-là, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Je catégorise les sources d'amour comme étant soit extérieures, soit intérieures. Comme on l'a vu, les people pleasers sont des personnes qui vont aller chercher l'amour à l'extérieur. Ils vont aller le chercher vers les autres personnes, leur entourage. Ça veut donc dire que leur estime d'eux-mêmes est basée sur le regard que portent les gens sur eux. Déjà là, vous comprenez que c'est hyper nocif, tout simplement parce que le regard de chacun sur les individus qui nous entourent est hyper subjectif. L'amour intérieur, lui, il s'autocultive. Pour vous l'expliquer, j'ai mis en place une sorte de grosse métaphore que je vais essayer de vous détailler. Prenons une grande serre vide. On en a tous une à l'intérieur de nous. Si on n'y plante rien, il n'y a rien qui va y pousser. Et même si vous laissez les fenêtres du toit ouvertes et que du coup il y a de la pluie qui tombe sur votre sol, il n'y aura rien qui poussera quand même. Et en plus, si vous laissez les fenêtres ouvertes et qu'il y a une tempête, bah vous êtes bon pour tout simplement devoir balayer tous les débris. Ça, c'est ce que font les people pleasers. Ils ont une grande serre où ils plantent quelques petites graines par-ci par-là en essayant de se dire que ça va pousser, mais ils ne viennent jamais eux-mêmes les arroser. Ils attendent toujours que ce soit la pluie, donc la reconnaissance des gens, qui viennent pour faire pousser leurs plantes. Sauf que si vous raisonnez comme ça, le premier individu malveillant, il va pouvoir venir et avec sa tempête, bah, tout envoyer valdinguer, vous brisez vos fenêtres, vous écrasez vos parterres, retirez vos graines, inondez le sol, noyez vos cultures. Bref, il va venir, il va tout saccager et après ça va être à vous tout seul de venir et de nettoyer tous les débris, machin et tout. Vous comprenez bien que dans ce cadre-là, c'est pas sain. Alors qu'une personne qui a déjà de l'amour de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi, elle sait où elle a planté telle graine, elle sait exactement où se positionne chaque espèce de fleur, machin et tout, elle a choisi les fleurs qu'elle a plantées, elle vient tous les jours dans cette serre pour mettre de l'engrais, pour mettre de l'eau, pour nettoyer s'il y a un petit peu de poussière, elle vient aussi désherber. Elle vient et elle prend soin de son jardin intérieur. Bien sûr, ça ne l'empêche pas de laisser les fenêtres du toit ouvertes lorsqu'elle sait qu'il va y avoir une petite pluie qui va pouvoir venir arroser naturellement ses plantations. Mais pour autant, elle sait également quand va arriver une tempête et quand est-ce qu'elle va devoir barricader sa serre pour tout simplement garder ses plantations saines et sauves. Votre jardin intérieur, c'est votre responsabilité. Vous pouvez y planter ce que vous voulez, vous pouvez y faire pousser ce que vous voulez. Le plus important, c'est que ce soit vous qui en soyez le maître et non pas les aléas extérieurs. Vous pouvez prendre soin de votre serre en commençant tout simplement par lire si vous aimez ça, ou vous accorder une soirée film si vous êtes un gros cinéphile, ou tout simplement tous les soirs vous faire une skincare, non pas parce que votre visage a besoin de changer, mais parce que vous l'aimez déjà comme il est et que vous voulez en prendre soin. Et de même avec votre corps. Vous pouvez pratiquer le sport qu'il vous plaît, et j'insiste vraiment sur qu'il vous plaît, parce que vous aimez votre corps et parce que vous voulez qu'il se sente bien. Toutes ces petites actions qui vous font du bien et que vous choisissez de faire, elles cultivent votre amour de vous. C'est pour ça qu'il est très important de s'écouter, d'apprendre ce qui nous fait plaisir, d'apprendre ce dont on a envie et non pas ce que les codes sociaux nous dictent. Parce qu'une personne qui suit les modes à foison, elle a envie de choses, mais ce ne sont pas ses envies à elle, c'est les envies des autres qui se répercutent sur elle. Maintenant, regardez en vous. Est-ce que vous avez une serre qui est plutôt bien cultivée? Est-ce que vous avez des fenêtres qui sont grandes ouvertes? Est-ce que vous laissez même les portes ouvertes? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à tout laisser ouvert et à ne jamais rien fermer, à ne jamais rien barricader, même lorsque vous savez qu'il va y avoir une tempête? Est-ce que vous attendez impatiemment qu'il y ait une goutte qui tombe du ciel pour arroser
votre serre et vous dire qu'à ce moment-là, il y aura peut-être quelque chose qui poussera alors que vous n'avez rien planté? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir vos petits parterres de fleurs, à savoir exactement quelle plante aime quoi, à même avoir votre petit coin exotique? Et est-ce que vous avez également accepté la présence des mauvaises herbes? Parce que oui, on désherbe son jardin, mais des défauts on en a tous. Donc accepter aussi la végétation sauvage que l'on ne contrôle pas, ça fait partie de cette grande serre. Est-ce que vous avez une jungle dont vous êtes fier et que vous prenez le temps d'arroser tous les jours? Ou est-ce que vous avez plutôt une sorte de désert pour lequel vous attendez impatiemment que la pluie tombe? J'arrête là ma métaphore, je pense que vous avez compris. Retenez tout simplement que en cherchant l'approbation chez les autres, vous cherchez en réalité une approbation chez vous-même. Et grande nouvelle, bien que la société soit plutôt du genre à nous dire qu'il nous faut une bonne raison pour être fiers de nous et qu'il faut travailler comme un chien pour être légitime à dire qu'on a une belle carrière, une belle vie, et ben vous pouvez déjà être fiers de vous. Vous avez déjà des compétences, des capacités et peut-être des talents qui valent le coup de cultiver. Qui valent le coup d'être cultivés. Approuvez-vous tout seul, acceptez-vous tout seul, cultivez vos fleurs, cultivez votre jungle et acceptez vos mauvaises herbes. Maintenant on passe à la dernière partie, la confiance en soi et l'égocentrisme. Ah là là, ils sont très souvent mis à côté ces deux-là et pourtant ils n'ont rien à voir. Déjà pour tout ce qui est terme narcissisme, être narcissique, etc. Commençons par revenir au fondement de ce mot. Le mythe de Narcisse, si on doit le résumer en une phrase, c'est tout simplement un homme qui n'a pas conscience de sa beauté et qui, lorsqu'il voit sa beauté, il est étonné. Certes, la fin du mythe porte beaucoup sur le fait que du coup il se tue parce qu'il est tombé amoureux de lui-même, etc., etc. Oui, mais justement, traiter quelqu'un de narcissique parce qu'il se trouve beau ou belle, c'est quand même peut-être un petit peu exagéré, vous trouvez pas? L'égocentrisme, j'en ferai même pas l'explication, je pense qu'on sait tous à peu près ce que c'est. Tout ramener à soi. Vous savez quelle différence il y a entre avoir confiance en soi et être narcissique ou égocentrique? Avoir confiance en soi, dans la définition, c'est avoir confiance en ses capacités, ses compétences et son habilité à faire face à des situations difficiles. Donc déjà, on oublie le côté narcissique puisque on n'est pas sur un truc où on s'émerveille devant nos compétences, mais où on est conscient et on a confiance en nos capacités. Et l'égocentrisme, non, on ne ramène pas tout à soi parce qu'on a confiance en soi. Vous comprenez bien qu'il y a une différence entre savoir que l'on peut faire face à certaines situations et ramener chaque événement de la vie à soi. Il y a un ravin. Mais est-ce que l'estime de soi, c'est être égocentrique ou narcissique? Grande nouvelle, pas du tout. Pour moi, il y a un critère qui définit clairement si une personne a de l'estime de soi ou si elle est plutôt égocentrique / narcissique. Une personne qui a confiance en soi et qui a de l'estime de soi ne se compare qu'avec elle-même. Tout simplement parce qu'elle a compris ses qualités, ses défauts et parce qu'elle sait que chaque humain est différent et que on est tous incomparables. Une personne qui à première vue est égocentrique et narcissique va avoir tendance à se comparer aux autres pour les écraser et parce que il a besoin de se sentir supérieur. Vous voyez la différence? Certains comportements de l'estime de soi et la confiance en soi sont d'ailleurs perçus comme des actes très égocentriques et très narcissiques. Je me souviens par exemple d'un jour où j'étais en physique-chimie, le professeur nous rendait un devoir et lorsque j'ai vu ma note, j'ai explosé de joie. Mais j'ai explosé de joie pourquoi? Parce que j'avais eu 17 et parce que je ne m'attendais absolument pas à avoir une telle note dans une matière que je ne comprenais pas. À ce moment-là, j'ai sautillé et j'ai même poussé un petit cri de victoire parce que j'étais trop contente. Mais tous les gens de ma classe l'ont pris comme une insulte. Alors que pourtant, à aucun moment, je n'ai frimé, je n'ai dit « Ouais, regardez, moi j'ai eu 17, vous êtes tous nuls ». Non, à ce moment-là, j'ai eu une bouffée de fierté pour moi-même, parce que j'avais travaillé pour ce devoir et parce que j'étais heureuse que mon travail ait porté ses fruits. Mais je n'ai pas dansé ou sautillé de joie pour faire chier les autres. Et je pense que mon intention, on pouvait la discerner par le simple fait que j'ai sautillé de joie, j'ai regardé le prof, j'avais les larmes aux yeux, et je suis partie m'asseoir et j'étais toute souriante. Mais à aucun moment, j'ai fait ouais, j'ai eu 17, à aucun moment. Et puis de toute manière, si vous tombez sur des personnes narcissiques ou égocentriques, il y a un truc qu'il faut que vous mettiez en tête, c'est que c'est typiquement une des conséquences du manque d'amour de soi. Le narcissisme et l'égocentrisme sont des mécaniques psychologiques qui visent à tout ramener à soi,
à être vraiment centré sur son nombril, littéralement. Mais si vous réfléchissez bien, une personne qui est tout le temps comme ça, c'est peut-être parce qu'elle essaye d'attirer le regard des gens vers elle. Donc on revient à la même problématique que les people pleasers, c'est qu'elle a besoin de reconnaissance. Avoir besoin d'attention, c'est aller chercher à l'extérieur de l'amour, des critiques ou du coup, comme on l'a dit, de la reconnaissance. Donc vous allez avoir les people pleasers et vous allez avoir les personnes qui sont considérées comme narcissiques et égocentriques. Vous ne verrez jamais une personne qui est bien dans ses baskets aller se comparer aux autres, aller essayer de se sentir supérieure par rapport à telle personne parce qu'elle a eu tel résultat à tel examen, ou se vanter d'avoir été à tel événement alors que les autres, Une personne qui a confiance en elle et qui a de l'estime d'elle, et j'insiste sur ce point, elle ne se compare pas aux gens. Elle ne fait que partager son expérience, mais elle ne compare pas. Car elle sait que chacun est différent, elle connaît ses qualités et elle connaît ses défauts et elle les a acceptés. Elle connaît ses sentiments et elle sait que tout le monde n'a pas les mêmes qu'elle. Donc, tout le monde devient incomparable. Donc non, une personne qui a confiance en elle n'est pas narcissique. Et si vous êtes du genre à trouver les personnes très narcissiques autour de vous, c'est peut-être parce que vous avez un manque d'amour de vous-même. Une personne confiante, elle sait voir ses qualités, ses défauts. Et si elle sait voir ses qualités et ses défauts, c'est qu'elle sait observer sans juger. Et si elle ne se juge pas elle-même, par extension, elle ne juge pas les gens autour d'elle, ce qui lui permet de faire preuve d'empathie, de bienveillance et de non-jugement à l'égard de son entourage. Pour conclure, je dirais donc qu'il faut faire attention aux codes sociaux, à la pression sociale, aux tendances, aux modes et aux choses que vous adoptez pour votre image et non pas pour vous-même. Je pense qu'il est très important aujourd'hui qu'on apprenne tous à cultiver notre serre intérieure, pour la simple et bonne raison que plus on cultive cette serre et plus on est bienveillant avec les gens autour de nous. Parce qu'on n'agit plus dans l'attente de reconnaissance, d'amour, de compliments. On agit parce qu'on en a envie, et si on agit parce qu'on en a envie, on prend plus de plaisir à faire des actions qui aident les gens et on n'attend pas de contrepartie. Mais pour arriver à développer son amour de soi, il faut aussi reconnaître que une personne qui a confiance en elle n'est pas narcissique ni égocentrique. Si je devais avoir un dernier conseil à vous donner, c'est restez authentique. N'essayez pas de changer pour plaire. Ce n'est pas en étant plus mince que vous serez plus heureux. Ce n'est pas en ayant telle paire de chaussures que vous serez mieux vu. Ce n'est pas en achetant telle maison que vous serez aussi mieux dans votre vie. Le bonheur est à portée de main, il faut simplement le choisir. Alors oui, il y a des situations particulières, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des choses qui se mettent en travers de votre chemin, mais faites preuve de résilience, de bienveillance envers vous-même et de non-jugement, et je pense que déjà là, vous aurez un beau bagage pour faire face à vos troubles futurs. Bref, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Si vous voulez discuter du sujet, et comme d'habitude, je serai ravie de répondre à vos commentaires. N'oubliez pas que vous êtes unique et du coup, s'il vous plaît, soyez authentique parce qu'il n'y a qu'une seule personne comme vous. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Bye!